à tous. C'est beaucoup plus intime, c'est mieux ici en fait. Hein. On était impressionnés tout à l'heure. En plus, on nous a grillé un quart d'heure. Hein, je le dirai pour vous. À cause du président. Merci d'être là. Donc, Alexis Tiuka, qui est juriste, qui est guyanais, qui est amérindien, français, européen, comme il le dit souvent, et qui est venu pour nous raconter comment il se bat au quotidien, lui et ses pairs, pour la reconnaissance des droits des peuples autochtones. Nous avons Estelle Sarabul, qui est romancière, qui est l'autrice de Là où les chiens aboient par la queue, cet ouvrage extraordinaire qui nous raconte des histoires d'une famille qui est partie des Antilles pour pouvoir s'installer en métropole. Et nous avons Valérie Andonson, qui est présidente de la FED. À chaque fois que j'oublie, vous nous direz ce que c'est. Et donc, c'est les enfants de la Creuse qu'elle nous raconte, l'histoire des enfants de la Creuse de la Réunion. Donc voilà. Ce qu'on suggérait peut-être, c'est comme on a eu un temps d'échange avec la salle tout à l'heure qui était relativement limité, s'il y a des questions, c'est peut-être le moment où on vous laisse la parole. Et puis après, on reprendra le fil de la conversation sur d'autres sujets liés aux Outre-mer. Et notamment, ce qui nous semblait important ici, c'était d'aborder le quotidien en Outre-mer. On oublie souvent que c'est dur de vivre dans certains de ces territoires, comme l'expliquait aussi Alexis Tiuka, ou encore en 2020, des enfants mettent des heures et des heures de pirogue pour pouvoir rejoindre l'école tous les matins. C'est aussi la réalité de ce territoire de France. Alors, est-ce qu'il y a des gens... Oui, oui alors... On va laisser passer le message. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur. Je vais attendre. Non, mais... Allez-y. Elle a fini. Il y a une concurrence. La parole au breton. Bien, allez-y. J'étais à l'auditorium et j'étais très touché par vos trois histoires. Et je me permettrais de peut-être de prendre celle qui m'a touché le plus, celle de Valérie. Agora à 16h30. Bon, j'attends donc. Une histoire des racines et des territoires oubliés. Bon, c'est nous. Allez-y. Merci, je ne sais pas à qui. Je reprenais ce que tu disais toi-même en tant que journaliste. Tu faisais un jeu de mots sur l'entre-deux. Il se trouve que j'ai deux filles qui vivent à l'entre-deux à l'île de la Réunion, que je fréquente depuis longtemps, et j'y suis assez sensible. Et je pense à la parole de Goethe qui disait « Quand l'histoire n'est pas parlée, on est condamné à la répéter ». Et c'est valable à la fois pour le roman et pour vos deux témoignages. Camarade Guyane, je salue, et puis ton histoire à toi. Et quelque chose qui me touche beaucoup, c'est par rapport aux enfants qui ont été dans la Creuse, et cette demande de pardon que tu sollicites, que vous sollicitez, pour retrouver votre genèse, votre lignage, vos origines. Et j'imagine quelle souffrance c'est, un peu schizophrénique, d'être clivé et d'avoir deux lieux d'appartenance, ses racines à ce caillou qui a un vrai continent qui est la Réunion, et en même temps d'avoir été transplanté dans la Creuse. Et je mesure aussi le poids de culpabilité que ça peut représenter pour des parents d'avoir s'être laissé déresponsabiliser par un État. Et je trouve très beau ta trajectoire. Peut-être que c'est important que tu le rappelles pour ceux qui n'étaient pas tout à l'heure, d'aller retrouver ton père biologique pour retrouver tes racines. Et il me semble que si on veut qu'un jour ça soit plus pacifié, c'est par ces gestes de pardon et de quête de reconnaissance réciproque qu'on peut aboutir à quelque chose qui grandisse chacun. Attention, s'il vous plaît, chers visiteurs. Je suis désolée. Bien. Je ne sais pas si je peux parler ou pas. Oui, allez-y, on entend. Ouais. Voilà, donc mon histoire fait partie des 2015 parcours. J'ai été exilée dans la Creuse à l'âge de 3 ans. Toute ma fratrie a été exilée et nous avons tous été séparés. Je dirais qu'il faut maintenant passer au-delà de la culpabilité. C'est vrai qu'à La Réunion, les Réunionnais sont encore très frileux avec cette histoire et c'est dommage parce que c'est vraiment un devoir de mémoire.
C'est important pour nous de retourner vers notre île. C'est important pour nous que nos familles nous reçoivent, même si c'est 50 ans après, c'est pas grave. Ce qui s'est passé, ça s'est passé. Maintenant, il faut vraiment aller au-delà de cette culpabilité pour qu'on puisse, nous, quand on retourne vers nos origines, pouvoir nous reconstruire, parce que nous avons été détruits pendant des années, et il est important pour nous de retourner vers nos origines, et que cette culpabilité-là, des familles réunionnaises, passe au-delà de la colère ou de tout, quoi. À La Réunion, on en parle encore moins. Ça viendra peut-être un jour. Il y a aussi une autre sombre histoire de stérilisation forcée et d'avortement forcé. C'était à l'époque de Papa Debré, comme on l'appelait. Et ça c'est beaucoup plus délicat. Je sais, quand j'y suis allée, j'ai eu beaucoup moins de facilité que l'histoire des enfants de la Creuse, parce que là, les femmes ne parlent pas, les familles ne parlent pas, alors que les médecins, certains médecins sont encore sur l'île. Ah, Papa Debré, mon Dieu, Papa Debré. Il est vrai que cette histoire, notre histoire, ces histoires-là, ce sont vraiment des scandales. Et notre histoire à nous, c'est une affaire d'État. C'est très politique. Donc, quand on en parle, et c'est bien qu'on puisse témoigner comme ça, puisque je dis, nous sommes la mémoire vive d'une page sombre de l'histoire de France. Et elle dérange, cette histoire. Elle dérange beaucoup, comme toutes nos histoires. D'autres questions? Elle voudrait que je réexplique un petit peu. Oui. Alors, pourquoi? Alors, 2015 enfants ont été arrachés à leur famille de 1962 à 1984. C'est François Mitterrand qui a arrêté le dispositif. Pourquoi? En fin de compte, c'est prélever le maximum d'enfants de la Réunion pour repeupler les départements ruraux de la métropole. C'est-à-dire que Michel Debré, qui était député à ce moment-là, s'est appuyé sur le BUMIDOM, le Bureau obligatoire des DOM, donc les adultes consentant à partir, et il s'est dit, voilà, maintenant on va s'attaquer aux gosses. Et donc des bébés jusqu'aux ados sont partis sans leur famille, c'est-à-dire que les assistantes sociales sillonnaient l'île, faisaient signer des papiers aux parents qui étaient bien souvent illettrés, faisaient des promesses aux parents pour un avenir meilleur pour leurs enfants. Et en fin de compte, on devait retourner sur l'île tous les ans, et nous sommes partis pour un aller simple. Il y a une question courte et une vraie question. Alors, sans bande-annonce, j'espère. Ma collection, ça serait plutôt à Monsieur Tiouka. Avec l'arrivée de l'aérospatiale russe en Guyane, y a-t-il importation d'Amérique du Sud vers la Guyane et les Caraïbes? Non, je pense qu'on est assez... Oui, j'ai pas bien compris la... Oui, ok, très bien. En fin de compte, comme vous le savez, la Guyane est toujours restée juste un comptoir. Hein. Déjà, pour l'autonomie alimentaire, c'est très difficile en Guyane. Donc, tout vient d'ici. Avant de venir, il y avait des grèves, là. Et je vous assure que tous les supermarchés sont vides, presque vides. Mais moi, personnellement, si j'étais tout seul, je serais heureux. Parce que le fromage qui vient d'ici, c'est pas mon truc. Donc, je préfère manger mon couac, mon poisson, et c'est là. Si c'était vraiment moi qui étais là, vivais tout seul, ça fait longtemps que les entreprises, les multinationales qui débarquent là-bas, ils auront fait faillite. Mais c'est vrai que c'est un problème. La Guyane n'a pas encore une autonomie alimentaire suffisante. Même si dans les années 79, il y a les Hmong qui sont arrivés comme agriculteurs, ils produisent l'agriculture énormément, mais c'est pas suffisant pour l'exporter. C'est ça là. En dehors de ce que vous dites, la fusée, vous savez que la dotation qui devait revenir aux collectivités comme retombée économique a beaucoup diminué. Les Russes sont installés là-bas. Ils ont promis plein de choses à une collectivité à côté, à Sinamari, lorsque les missionnaires viennent là. Maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. EDF a réduit ses dotations
pour les collectivités, il n'y a plus rien. Lorsqu'on parle de la dotation des communes, il n'y a plus rien maintenant. Il fallait taper tout à l'heure sur la tête de Hollande, c'est lui qui a mis toutes les choses en place. Donc, mais la Guyane a du mal économiquement à trouver un mode économique, c'est surtout ça. Au lieu de vendre la Guyane à des multinationales comme fait le président de la CTG, la Guyane est vendue à des multinationales canadiennes, russo-canadiennes, et même, il y a même, j'ai vu la dernière fois, des Islandais. Donc, les parcelles là où il faut savoir que la Guyane, c'est vraiment l'Eldorado, hein. Le mythe Eldorado, je pense que c'est en Guyane, hein, il me semble. Et la Guyane, c'est comme le voisin Suriname ou le Brésil, c'est un plateau où il y a de l'or. C'était toujours son histoire, c'était l'or, quoi. L'immigration de la Guyane a été faite par l'or. Les premiers qui ont immigré, c'est les Saint-Luciens. Et après, il y a tout a immigré. La situation géopolitique et géographique a été bouleversée par l'immigration. Vous savez que le Maroni et l'Oyapock, c'est fluide. Et donc, il n'y a aucun contrôle. Même s'il y a tous les moyens possibles qui sont mis en place par l'État avec des opérations, différents types d'opérations, opération Anaconda, opération Harpie, opération ceci, cela. Actuellement, il y a à peu près entre 6 000 et 10 000 garines-perros dans le sud de la Guyane qui détruisent l'orpaillage illégal. Hein. Alors le mercure qui est défendu par une résolution européenne et en France, le mercure est interdit, mais au Suriname, le mercure il traverse. Hein. C'est un coup de pirogue et tout ça. Hein. Et vous pouvez acheter le mercure à Maripasoula dans le sud. Donc vous voyez bien que lorsqu'il y a des normes qui sont appliquées au niveau national ou européen, ils ne sont pas appliqués en Guyane. Alors c'est là qu'on se pose la question. Sommes-nous français, quelque part? Sommes-nous dans ce dispositif où l'État protège ses citoyens? Il ne me semble pas. Lorsque vous voyez dans le sud de la Guyane, que Valérie connaît bien, ce qu'on appelle le territoire Wayana ou le pays Wayana, j'aime pas trop cette terminologie-là parce que lorsqu'on dit pays Wayana, ça veut dire qu'il y a le peuple reconnu, donc il maîtrise son territoire et il fait sa gestion. Mais c'est juste un truc comme ça que tout le monde dit, pays Wayana. Mais les Wayanas sont contaminés depuis l'apparition de l'orpaillage illégal. Et après, ça continue par l'orpaillage légal. Contamination par le mercure. Toutes les procédures ont été mises en place par les organisations autochtones en interpellant les services d'État. À ce jour, même si les études épidémiologiques sur la contamination par le mercure est au-dessus des normes qui sont mises en garde par les Nations Unies, il n'y a aucune action. L'Agence régionale de la santé, il est inexistant dans ce processus-là. Vous voyez bien que le rôle de l'État dans la protection de sa population, de ses citoyens, est minime en Guyane. Vous faites référence à Ariane. Ariane et Soyouz. Il y a un groupe de citoyens a demandé quel est l'impact négatif par rapport à la pollution environnementale de ces tirs. Il faut savoir qu'il y a une étude qui a été faite par une collectivité qui est juste à côté, Sinamari, où on constate qu'il y a 70% de la population à la thyroïde. Ils ne veulent pas savoir que c'est juste le voisin à côté, hein, la fusée à côté. Mais non, mais l'État ne veut pas reconnaître ses effets négatifs. C'est comme le nucléaire dans le Pacifique. Hein. Vous voyez bien comment le nucléaire a été fait, on a fait plein d'histoires. Mais maintenant, il y a un recours en justice à la Cour pénale internationale. On verra bien qu'est-ce que ça donne. Un jour, peut-être, les Guyanais vont se réveiller en disant il y a eu pollution par le mercure. Un jour, j'ai rencontré ici dans une conférence quelque part ça y est, il est parti, un ancien ingénieur du CNES qui est devenu d'école aux écolo. Antilles. Il dit moi, j'ai travaillé pour le Ariane, mais je suis contre Ariane maintenant. Mais trop tard, il a fait sa carrière dedans. Justement, vous me disiez, Estelle Sarabul, que les territoires d'outre-mer sont souvent des antichambres de ce qui se passe ailleurs et que vous êtes les premiers à expérimenter dans ces territoires des changements climatiques, des crises sociales. Le chlordécone, c'est dans l'actualité des Antilles. Est-ce que vous pouvez nous parler justement aujourd'hui de qu'est-ce que cette histoire de pollution réveille et qu'est-ce qui est en attente de résolution sur cette question-là ?
Ben, oui, c'est vrai que je dis souvent que c'est des laboratoires de ce qui arrive après dans l'Hexagone, puisque c'est des territoires tellement petits et en même temps où il y a un tel brassage de population, que ce soit à cause de l'or ou du coton de la canne à sucre pour la Guadeloupe, l'esclavage à La Réunion, on l'a connu aussi. Donc il y a un brassage de population et c'est vrai que c'est des terres qui subissent de plein fouet des tas de calamités qui arrivent ensuite ici, mais qu'on a plus de mal à percevoir ici, parce que le territoire hexagonal est tellement grand, peut-être, et entouré d'autres pays, que ça met plus de temps. Et surtout, notamment pour le chlordécone, et à La Réunion, il y a la situation aussi, ça existe en Guyane, c'est-à-dire que des réglementations qui sont valables pour l'Hexagone ne le sont pas, notamment pour la tradition culturelle dans des territoires d'outre-mer. Donc on a pour le chlordécone des autorisations beaucoup plus tardives qui ont été données. Mais même au niveau mondial, puisque le chlordécone a été interdit au niveau mondial en 1976, ça a continué aux Antilles jusqu'en 1997. Donc 20 ans de plus d'exception sur ces territoires-là pour continuer à polluer les sols et se réveiller aujourd'hui en voyant qu'il y a 99% de la population antillaise qui est concernée par des cancers dus au chlordécone. Donc c'est une population entière d'un territoire français qui est contaminée. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les migrations, puisque aux Antilles, c'est pareil à La Réunion et en Guyane, il y a des vagues de migration très importantes. À Mayotte aussi. Voilà, des pays d'à côté très pauvres, donc on a ces problèmes-là depuis très très longtemps. Tout ce qu'on appelle aujourd'hui le sort des migrants en Méditerranée, c'est expérimenté dans les territoires d'outre-mer depuis 25-30 ans. Voilà, donc il y a effectivement les effets de la mondialisation se voient très fortement. Les sargasses, par exemple, qui salissent toutes les mers cristallines des Antilles, ce serait dû aux pesticides utilisés au Brésil et déversés avec les eaux de pluie jusque dans l'océan. Donc là, c'est un problème qui ne peut pas se régler localement, puisqu'il faudrait régler ça au niveau du Brésil. Donc il y a cet ancrage dans une mondialisation et de ses effets qui est extrêmement fort pour ces territoires-là et qui est vécu par les habitants souvent 20-30 ans avant que ça arrive en Europe ou sur d'autres territoires plus grands. Et qui est vu aussi en France, dans l'Hexagone. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, on dit beaucoup l'Hexagone, nous, parce qu'on sait que la métropole n'est plus franchement ce qui est utilisé, parce qu'il y a un regard très condescendant quand on dit métropole. Il y a plein de clichés qui circulent encore sur les Outre-mer. Combien de fois on a entendu depuis hier les dom-toms ? Non, on ne dit plus les dom-toms. Quels sont les différents clichés auxquels vous êtes confrontés quand vous dites « j'ai des racines aux Antilles, à La Réunion, en Guyane ». Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on vous raconte ? Où sont mes racines ? Puisque je suis creusoise d'adoption, mais mes racines sont vraiment à La Réunion. En fin de compte, mon combat personnel, c'est l'identité. Sans notre identité, on n'est rien, mais rien du tout. Donc, c'est pas facile de se situer, parce que entre la Creuse et La Réunion, en fin de compte, qui je suis ? Et aujourd'hui, mon combat personnel, c'est de retrouver mon vrai nom, mon vrai prénom et mon vrai lieu de naissance. Et sincèrement, que ce combat que l'on mène puisse servir, parce qu'il faut absolument que les droits de l'enfant soient améliorés. C'est pas possible. Plus jamais ça, plus jamais ce genre d'exil forcé. C'est un véritable vol d'enfants. Nos droits d'enfants ont été bafoués. On nous a arrachés à notre île. Sur les clichés, est-ce que tu veux prendre un passage de ton livre de Petit Guerrier ? Puisqu'il faut savoir que Alexis s'appelle en fait, je vais essayer de bien le prononcer, Aloua Kawai. Mais on ne lui a pas... C'est pas ça. Comment on dit ? 40 ans de lutte. Et Petit Guerrier pour la paix. Pourquoi ? Parce que nous sommes censés de faire la paix. C'est ça la philosophie. C'est le titre qu'on a donné à ce petit livre, Petit Guerrier pour la paix. En fin de compte, quelle que soit l'histoire qui s'est passée en France, quelles que soient nos histoires, nous faisons l'histoire, mais nous devons nous respecter nous-mêmes. Le titre qui est là, Vivre ensemble, je dois faire 2-3 commentaires dessus. C'est respecter soi-même, c'est un respect mutuel, c'est la pluralité, c'est la pluriculturalité. Quel que je sois plus bronzé que vous, c'est pas ça le plus important, c'est l'humain qui est important. Et c'est surtout
lorsqu'on considère que lorsqu'on vit dans un environnement un petit peu où il y a des alertes maintenant, nous devons être prêts à intervenir sur ça. L'humain est en danger et l'humain s'autodétruit. Alors, je vais vous lire quelque chose de passage sur les clichés. Puisque lorsque j'ai pris le taxi il y a 2 jours, le monsieur il me regarde comme ça. Il me dit, vous parlez français? J'ai dit, oui, je parle votre langue. J'essaie de parler votre langue. Ouais. Et alors, il y a un petit passage dans le... Je vous le conseille. Facile à lire, très intéressant, instructif, et ça doit rester dans l'histoire. C'est ça aussi l'histoire de la France. C'est ça qui est l'histoire de la France aussi. Et ce qui est désolant, c'est qu'aujourd'hui, lorsque je me balade un peu dans le sud de la Guyane, les enseignants qui viennent de l'Hexagone enseignent aux enfants que leurs ancêtres, c'est les Gaulois. C'est triste de notre jour encore, alors que le monde a évolué, la mentalité a évolué et que les choses ont évolué. Donc je vais vous lire, sinon je vais me faire engueuler parce que je prends trop la parole. Alors, on pense souvent que l'Amérindien, c'est celui qui vit de manière traditionnelle en dehors de la société de consommation, qui vit avec la nature, qui la respecte, qui se nourrit de la forêt, qui joue au tambour et qui connaît les plantes médicinales. Nos ancêtres vivaient ainsi, et certains Amérindiens vivent encore aujourd'hui comme cela. Mais les Amérindiens ont évolué avec le temps, avec la société dans laquelle ils vivent. Être Amérindien aujourd'hui, c'est vivre avec son temps, s'adapter à son environnement et ses évolutions. C'est finalement ce que les Amérindiens ont toujours fait, s'adapter à leur environnement. Ça, c'est très joli. C'est pour ça que je vous le conseille de l'acheter. Vraiment, après, il y a vraiment des petits paragraphes très intéressants à l'intérieur. Et vous verrez que la question amérindienne, c'est quelque chose de primordial que l'État français doit prendre en considération parce que c'est son histoire aussi. Est-ce que justement, vous en parliez tout à l'heure à la table ronde, les jeunes Antillais aujourd'hui, quelle image ils ont de leur territoire ? Les jeunes Antillais sont très attachés à leur territoire parce que la chance que nous avons quand même aux Antilles, c'est d'une part qu'il y a une langue locale qui est encore très très vivante, le créole, donc qui fait quand même ciment dans la société, quelle que soit la couleur de peau, les origines, tout le monde se met à parler créole à plus ou moins long terme quand on habite aux Antilles. Il y a une culture très riche, la musique, les arts, le cinéma s'en emparent. Donc je dirais que culturellement, les Antillais sont assez proches de leur culture. Après, il y a la réalité au quotidien qui fait que c'est beaucoup plus dur de vivre aux Antilles quand on a 20 ans aujourd'hui que de partir ailleurs pour essayer de s'épanouir et de trouver sa place. Donc il y a toujours cette ambivalence dont on parlait tout à l'heure entre l'attachement aux racines, à la société, à une culture très vivace encore, et puis les nécessités qui font qu'on va, de toute façon, on sait quand on a 20 ans aux Antilles qu'on va partir. Quoi qu'il arrive, on part. Est-ce que vous pouvez juste nous dire là où les chiens aboient par la queue, ça veut dire quoi? Donc là où les chiens aboient par la queue, c'est le titre de mon roman. Et c'est la traduction littérale d'une expression créole, justement, qu'on emploie en Guadeloupe et qui se dit « la chien qu'a jappé paquet ». Et ça désigne en fait un endroit paumé, un endroit perdu. En français, on dira... voilà, exactement. La pampa, un bled perdu, pétaouchnok, et tout ce qui ressemble à là où les chiens aboient par la queue version française. Et donc ça me permettait par cette expression créole de désigner en fait la situation aujourd'hui des Outre-mer vue de l'Hexagone. Malheureusement, ça reste là où les chiens aboient par la queue. Et puis en même temps, c'est le lieu d'où vient mon père et d'où vient la famille que je décris dans le livre, qui cherche à s'extirper de cet endroit et d'aller vers un ailleurs peut-être meilleur, justement, que ce trou perdu. Et puis en même temps, c'est comme je l'ai traduit en français, finalement, ça devient bizarre pour tout le monde, parce qu'en Guadeloupe, on connaît la chien qui a jappé paquet, mais on ne connaît pas là où les chiens aboient par la queue, ça parle à personne. Et ici, des chiens qui aboient par la queue, ça paraît très bizarre.
Donc du coup, c'est cet entre-deux dont on parlait tout à l'heure, parce que c'est plus tout à fait du créole, c'est du français, mais on sent que c'est un français qui est étrange. Et ça résume un peu ma situation ou celle de mes personnages qui sont entre deux mondes comme ça et qui doivent se créer finalement une nouvelle culture. Bon, moi, je suis en train d'écrire mon livre, mais j'ai une anecdote à vous faire partager. C'est à quel point nos familles nous voulaient absolument effacer nos origines. Mes parents, ma mère adoptive, m'obligeaient à aller chez le coiffeur tous les mois pour me faire tirer les cheveux. Et aujourd'hui, je trouve que mes queues de cochon me vont bien. Et on t'a appelé beaucoup de fois négresse quand tu étais petite à l'école. Ah ben, le racisme, nous en avons souffert énormément jusqu'au lycée, quoi, hein. Entre Blanche-Neige, sale négresse, voilà. Donc ça a été dur. Et je dirais que nos chemins ont été compliqués et il y a eu quand même des parcours inhumains. J'aimerais bien qu'Estelle Sarabul nous lise un passage de Là où les chiens aboient par la queue. D'accord. Donc ça, c'est un passage choisi par Valérie. Alors, je me considérais comme une femme, ça oui, et comme une Guadeloupéenne, c'est-à-dire une sang mélangée, comme eux tous, debout sur un confetti où tout le monde venait d'ailleurs et n'avait gardé qu'un peu de sang des Caraïbes, les tout premiers habitants. Ça m'éloignait définitivement de toute idée de grandeur et de pureté. Ma fierté, c'était le chemin que je menais dans la vie et que je ne devais qu'à moi-même. L'homme m'a empoigné par le cou, alors je lui ai craché en créole. « Tu sais pas regarder ou quoi ?» Il a hésité et m'a lâché. Et je continue pas parce que j'ai passé un peu. Sur cette histoire de sang mêlé, parce que finalement c'est une histoire des Outre-mer, ce ne sont que des sangs mêlés en Guyane. Oui, je crois que depuis les premiers contacts, il y a eu déjà du sang mêlé, de métissage, quoi, puisque les Amérindiens étaient déjà là sur le territoire, et après il y a eu tout un processus qui a été mis en place par les Bushinengue à l'époque de l'esclavage. Et les Bushinengue et les Amérindiens, ils s'entendent très bien, puisque c'est grâce à l'Amérindien que le Bushinengue a pu survivre sur le territoire. Donc ils ont un respect mutuel. Et après, maintenant, comme on dit, il y a toute une migration qui se fait, et la communauté amérindienne aussi est dans un processus de mutation. Comme je dis, il vit avec son temps et son évolution. Et dans les communautés amérindiennes, il y a beaucoup de métissage aussi. Donc, je pense que dans les Antilles, sûrement, vous avez le sang des Caraïbes, mes ancêtres, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, madame. Bonjour. Je voulais vous poser une question par rapport à la Guadeloupe et du poids de l'esclavage qu'on sent encore quand on y va, et aussi bien de la part des jeunes, enfin, ou des Guadeloupéens qui nous disent nous, on est des descendants d'esclaves, que par rapport à ce qui est fait, le Memorial Act, la route de l'esclavage, enfin, et on a l'impression qu'on s'en sort pas et que ça empêche d'avancer. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire autant que vous à La Réunion? Enfin, on a compris votre demande, cette demande de pardon. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de ça? Alors, le Memorial Act, c'est un très grand musée qui a été inauguré à Pointe-à-Pitre il y a 3 ans maintenant et qui est magnifique. Vraiment, j'invite tout le monde à y aller. Effectivement, ça revient sur l'histoire de l'esclavage, l'histoire générale, hein, pas seulement ce qui s'est passé spécialement aux Antilles, et ça va jusqu'à l'esclavage moderne. Donc, c'est vraiment une histoire longue de ce fait anthropologique, en fait, qui a marqué le monde entier, qui est l'esclavage. Donc c'est bien, la route de l'esclave. Moi, je suis vraiment pour toutes ces reconnaissances, et parce qu'il y a encore tellement de choses à dire sur la question. Ça évolue dans le bon sens. Je dirais que toutes les politiques de l'État, même si on peut en critiquer encore beaucoup, vont dans le bon sens. Ça, c'est l'action publique. Simplement, il y a quelque chose qui reste la réalité la plus forte, qui est ce qui se passe du côté privé aux Antilles. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, les structures mises en place par l'esclavage aux Antilles, les grandes plantations, l'économie qui repose donc sur l'exploitation d'êtres humains,
toutes ces structures-là sont encore là aux Antilles, économiquement. Ce sont les mêmes familles qui possédaient les esclaves qui possèdent aujourd'hui entièrement l'île. Donc les gens se sentent encore finalement complètement dépendants de ces gens-là, puisque aux Antilles, vous louez une voiture, ça va à une famille. Vous allez à la banque, c'est la même famille qui vous fait le prêt. Vous allez au supermarché, tiens, ça appartient encore à la même famille. Donc finalement, ces familles-là, elles ne sont pas nombreuses. C'est 1% de la population locale, mais elles détiennent 80% des richesses locales. Tant que ça, ce sera encore comme ça, malheureusement, on n'en sortira pas. Donc c'est un peu violent ce que je vais dire, mais je dirais que la France sait très bien faire des révolutions quand elle sait qu'elle en a besoin. En 1789, on a fait la révolution. Il y a eu une nuit du 4 août qui a aboli certains privilèges. Je dirais que ça n'a pas été jusqu'au bout aux Antilles et que cette révolution-là, peut-être qu'elle va devoir passer par quelque chose de violent. Malheureusement, c'est ce que je me dis de plus en plus, parce que c'est un tel poids économique et structurel là-bas. Mais tant qu'il n'y aura pas eu cette révolution, on n'en sortira pas. Et ce que vous dites, ça vaut pour beaucoup de territoires où les grandes familles sont encore dans de nombreux territoires à la tête de l'économie locale. En parlant de mémoire, nous, les enfants dits de la Creuse, on souhaite un lieu de mémoire, un lieu de ressources. C'est important pour nous d'avoir ce lieu de mémoire. Donc nous sommes dans l'attente aussi de cela et surtout un dispositif psychologique adapté à notre histoire. En fin de compte, nous avons beaucoup de souhaits, mais bon, on y travaille, on combat. C'est un combat de tous les jours. N'hésitez pas à poser des questions parce que vous n'allez pas avoir un Amérindien demain. Alors profitez. On mange pas encore, dit-il, c'est fini le cannibalisme, glisse-t-il. Les invités ont une séance de dédicace, si vous voulez les retrouver après. C'est, je crois, sur le stand de la librairie Le Fayeur. Merci à vous tous. Merci.